Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors oui, effectivement, je fais la première partie de Stéphane Rodriguez. Euh, je chauffe la salle. Et donc pendant une demi-heure, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses qui sont en train d'évoluer et pourquoi, notamment, on ne peut plus aujourd'hui, par exemple, utiliser le mot fidéliser. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement et pas de fidélisation parce que beaucoup de RH qui ont fait de la fidélisation se sont aperçus qu'ils sont tombés dans du présentéisme et que le présentéisme, ça coûte 34%, le chiffre est précis, de productivité à toute entreprise privée ou publique. Alors, pour prendre un petit peu de recul, je vais commencer, en fait, vous allez voir, je vais commencer assez large avec qu'est-ce qui est en train de bouger actuellement, pour descendre ensuite sur donc au niveau mondial, pour arriver sur la société et ensuite, enfin, nous intéresser aux collaborateurs. Euh, pour expliquer ce qui bouge au niveau mondial, j'utilise un acronyme, parce que les consultants aiment beaucoup les acronymes, et celui-là, en fait, cet acronyme, peut-être que vous le connaissez, mais sûrement vous ne le connaissez pas, ça s'appelle VUCA. VUCA. Alors le U en anglais c'est uncertainty, en français incertitude, c'est plus simple. Alors VUCA ça vient de l'école de guerre américaine et ça a été utilisé depuis les années 90 pour expliquer la transformation qu'il y a même sur les champs de bataille. Où avant c'était facile, il y avait deux armées et il fallait tirer sur celui qui n'était pas habillé comme nous, tranquille. Aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe parce qu'on parle de terrorisme et que les terroristes, ils ont la même nationalité que nous. Plus difficile. Et donc, pour expliquer ce VUCA, on commence avec la volatilité. La volatilité dit que la vitesse du changement s'accélère. Donc souvent, l'exemple bateau que tout le monde prend, c'est la loi de Moore avec la puissance des ordinateurs qui augmente tous les 2 ans. OK. Sauf que plus concrètement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le taux de défaillance des opticiens, des banques, pour récemment, des agences de voyage, est multiplié par 2 tous les ans depuis 5 ans. Donc je pense notamment aux opticiens. Il y a 5 ans, on était à 2. L'année dernière, ils ont fermé 100 boutiques par marque. Voilà. Donc cette volatilité se ressent également auprès des collaborateurs parce que, et ça c'est une étude, je vais y arriver, de l'IFOP, Le Monde, qui a identifié que 91% des gens qui changent d'emploi actuellement se projettent dans l'emploi pour 3 ans. 3 ans. C'est le service minimum pour rassurer le prochain recruteur. 3 ans, c'est bien, ça montre qu'on est stable. Puis ça fait le temps de se poser. Il y a à peu près 8 ans, on était à 10 ans, 9-10 ans, 9 ans et demi. Donc déjà, on a affaire à des gens. Et là, je ne vous parle pas les milléniaux. Je vous parle de quelqu'un qui change d'emploi. 3 ans. Ensuite, on a l'incertitude. Donc l'incertitude, c'est de dire que les gens qui vous parlent de l'avenir, qui voient dans une boule de cristal, c'est n'importe quoi. Déjà, on a du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors payer quelqu'un pour nous expliquer ce qui va se passer dans 5 ans, bon, ça fait marcher le commerce, mais après, techniquement, je ne sais pas vraiment ça sert à quelque chose. Alors cette incertitude, c'est en fait de se dire que tout ce qu'on sait peut-être doit être remis en question. Là, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du nombre de planètes qu'il y a dans le système solaire. Si vous avez plus de 40 ans, vous avez appris que le système solaire avait combien de planètes? Ouais, merci. Merci Sophie. Ouf, 9. Par contre, si vous avez moins de 40 ans, à l'école, on vous expliquait que le système solaire, il y en avait 8, exactement. D'ailleurs, vous savez que pendant 70 ans, Uranus s'appelait Georges. Mais bon, changez pas de sujet de conversation. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? On a découvert que normalement, il devrait y avoir une 9e planète qui fait le tour du Soleil en 10 000 ans. On ne l'a pas vue, on pense qu'elle est là, mathématiquement elle est là, sauf qu'on ne l'a pas vue, donc on l'attend. Et je peux vous dire déjà que certains sont en train de proposer que si elle existe, de lui donner le nom de David Bowie. Ouais. Et donc l'incertitude, c'est des choses assez surprenantes. Par exemple, une enquête ADP ex-GSI, qui a identifié, donc ça date de mars 2019, que les personnes qui travaillent, qui font du télétravail, plus de 3 jours par semaine, sont 2 fois plus motivées que les personnes qui ne font pas du tout de télétravail. Donc ça se joue, alors c'est 23% et 12% contre ceux qui restent toute la journée, voilà, parce que derrière, il y a une notion de confiance, plein de choses. Ensuite, on a la complexité. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, la complexité, parce que finalement, c'est l'ordre naturel des choses, que ça devienne de plus en plus complexe.
si parmi vous, il y a des coureurs, des gens qui font du jogging, vous le voyez, hein, vous commencez avec des chaussures pourries, et puis ensuite vous achetez des chaussures, puis le tenue, et puis après vous gérez votre cardiaque, etc., etc. Et ça devient de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, cette complexité, on la voit dans l'entreprise avec notamment une vraie transformation qui a lieu aujourd'hui. Alors là, pour le coup, qui a été impulsée par les millennials, mais qui touche tout le monde, qui est le fait qu'aujourd'hui, on ne cherche plus seulement un travail, on cherche une expérience de travail. Alors autant un travail, c'est fastoche, c'est une description de fonction, autant une expérience de travail, mais par où on commence? Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que dans l'expérience de travail, va rentrer en compte la satisfaction qu'a eu le candidat lors de son premier recrutement avec le recruteur, va rentrer en compte la façon dont il a été reçu, les informations qu'on lui a données lors de l'intégration, la relation qu'il va avoir avec son manager, etc., etc. Et ça ne s'arrête pas. Ça devient le côté complexe. Et enfin, l'ambiguïté, qui est peut-être mon favori. L'ambiguïté dit qu'aujourd'hui, qu'on ne vit plus dans un monde de la courbe de Gauss avec la moyenne au milieu. Aujourd'hui, on vit, c'est plus le moyennistan, c'est l'extrémistan, où tout et son contraire sont vrais en même temps. On peut être un super salarié, vraiment super, qui travaille, performant, etc., mais en même temps, être chef d'entreprise. Parce que le soir, je fais ce qu'on appelle en français du moonlighting, c'est-à-dire que je suis sur Etsy, je suis sur eBay, je vais chiner le week-end et j'arrondis mon salaire en ayant une activité sur le côté. On a aussi de plus en plus de cas de collaborateurs hyper satisfaits, qui sont vraiment contents, qui trouvent que l'expérience managériale est géniale, que le boulot est intéressant, mais qui sont toujours sur LinkedIn en train de chercher un emploi. Donc, voilà. Et les managers, face à ça, se retrouvent la même chose. Leurs dirigeants leur disent il faut faire plus avec moins. Il faut faire un collectif, mais en même temps, il faut gérer les individualités, etc. etc. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est VUCA. Donc là, c'est vraiment le schéma global de ce qui est en train de se passer. Là-dessus, rentrons un petit peu dans le détail de l'entreprise. Et là, pour le coup, on a la volatilité, on a la complexité, on a tout ce qu'il faut. Il y a encore quelques années, on considérait que les valeurs de l'entreprise, c'était des valeurs historiques, et qu'une entreprise qui n'avait pas au moins 50 ans d'âge, c'était une start-up, et que globalement, les valeurs de l'entreprise étaient personnifiées par les valeurs du dirigeant. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que non, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, heureusement, les valeurs des RH ne sont pas les mêmes valeurs que le service commercial. Et les valeurs du service commercial ne sont pas les mêmes valeurs que la comptabilité, etc. Et en fait, j'ai utilisé ce système. Alors, si vous voulez faire des recherches, ça s'appelle la spirale dynamique. C'est un bouquin il a été publié en France, traduit en français il y a quelques années. Mais en fait, moi, je l'ai piqué à une conférence à laquelle j'ai assisté d'un type qui s'appelle David Plouffe. On se moque pas, ouais. En même temps, je m'appellerais comme ça, tout le monde se souviendrait de moi. C'est PLOU2FE. Et si vous regardez qui c'est ce garçon, c'est celui qui s'est occupé des 2 campagnes d'Obama. Il s'est dit, pour changer, en fait, on ne va pas faire simplement une segmentation par âge, par profession, CSP, machin, et par géographie. On va également rajouter une segmentation par valeur. Et donc, c'est là qu'arrive la spirale dynamique. Celle-ci dit qu'en gros, en entreprise aujourd'hui, on a 6 systèmes de valeurs qui cohabitent, qui parfois ne se connaissent pas, et voire même, de temps en temps, s'affrontent. Premier, c'est évidemment la tradition. Fastoche, management paternaliste, le papa c'est le dirigeant et vice-versa, et vous faites partie d'une grande famille, jusqu'au jour où vous quittez l'entreprise, et là on brûle votre photo. Mais genre Michelin, hein. Michelin, vous saviez que Michelin pouvait donner des maisons aux ouvriers. Il y avait papa et fiston qui travaillaient chez Michelin. Fiston voulait tenter sa chance à Paris et quitter Michelin. Papa pouvait perdre la maison. On rigolait pas avec ça. Ensuite, on a le pouvoir. Là, le pouvoir, c'est très simple. Plus c'est mieux. Donc, plus mon équipe est importante, plus je suis quelqu'un d'important. Plus mon entreprise est importante, plus je suis important. Et donc, c'est là où on a vu arriver les monopoles. Et puis, c'est là aussi où on a vu arriver notamment les petits chefs. Parce que dans le pouvoir, on a eu pas mal, à ce moment-là, de chefs d'entreprise qui ont fait appel à des ingénieurs pour gérer les quotas, la production, machin, machin. Et des ingénieurs qui se sont dit que finalement, les êtres humains, c'était des systèmes comme les autres. Ensuite, on a l'ordre. Là, c'est parce qu'on a commencé à avoir des gens qui, dans les entreprises, ont commencé à avoir de l'ancienneté. Je vous rappelle qu'en 1945, 85% des gens qui travaillaient n'étaient pas salariés.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Je crois qu'il y a 10% d'indépendants, 12% maintenant en France d'indépendants. Et donc, cet ordre, c'est simplement des gens qui ont dit que plus je suis ancien dans l'entreprise, plus je connais l'entreprise et ses valeurs, et qui couche avec qui, et donc je dois être récompensé pour cette ancienneté. Et donc plus je suis là depuis longtemps, plus le bureau d'angle il est à moi, les plantes vertes, les stagiaires, la place de parking, enfin vous connaissez. Vous en avez entendu parler. Et enfin, on arrive dans la quatrième des anciennes valeurs, que j'appelle les anciennes valeurs, qui est celle de succès. Où là, on a vu arriver une certaine catégorie de personnes qui a dit, attends, ok, je ne fais pas partie de la famille, où j'ai pas épousé la fille du patron, parce que là, on est vraiment dans le bon patriarcat, ouais, voilà, qui pue. Ensuite, le type a dit, non, moi, je suis pas ingénieur. Parce qu'on sait bien de fabriquer les choses, mais bon. Et puis non, ça fait pas 25 ans que je suis dans l'entreprise. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'arrive. Voilà. Mais sauf que si moi je fais pas mon boulot, eh ben il y a plus d'entreprise, donc il y a plus d'ingénieurs et il y a plus d'ancienneté. Parce que mon boulot, c'est de ramener les clients, c'est de vendre l'entreprise ses produits. Moi, c'est le commercial. Et avec ça est approché, on a vu les RH approcher de termes un petit peu barbares dans les années 80. Compétences, formation, performance, voilà, productivité, tous ces mots-là sont arrivés à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est les 4 anciennes valeurs. Pourquoi j'appelle ça les 4 anciennes valeurs? C'est parce qu'à partir des années 90, est commencé à arriver de nouveaux collaborateurs, voire je devrais dire collaboratrices, qui sont sortis du ghetto de Sténodactylo, comme ma mère notamment, et qui ont commencé à devenir chefs de service, à créer leur boîte, et surtout à se dire... vous les mecs là, peut-être que vous, il n'y a que boulot, mais moi, c'est pas que boulot. Moi, c'est boulot et puis vie privée. Vie pro, vie privée. C'est pour ça que vous regardez ce qui s'est passé en RH dans les années 90, ça s'est passé été 92. C'est assez surprenant comment c'est précis. Regardez Entreprise et carrière de l'époque, vous allez voir, c'est d'un seul coup, on s'est mis à parler d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, vie pro, vie perso. Pro-perso, dans ce sens-là, à ce moment-là. Dans lesquels, effectivement, on a commencé à voir... Alors, évidemment, les mecs ne sont pas restés en retard trop longtemps, et ils ont commencé aussi à comprendre qu'eux aussi, ils avaient les choses à faire à ce moment-là, sur l'équilibre de vie, de ne pas laisser son boulot bouffer sa vie privée. Et enfin, on arrive au dernier système de valeurs, qui est un système un petit peu incompris, parce que beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est les jeunes ». À l'époque, c'est la génération Y, et puis Z. Et puis maintenant, personne ne sait de quoi on parle, donc on appelle ça les millénials. Qui nous emmerdent parce qu'ils veulent tout de suite, ils sont impatients, ils veulent être bien payés, ils veulent être responsabilisés. Bref, là où moi, quand je suis arrivé, j'avais 2 choses à faire, me taire et écouter. Eux, ils veulent carrément devenir patron du service au bout de 6 mois. Et là, on a vu arriver, donc c'est un système, moi, ce que j'appelle basé sur la liberté, dans laquelle l'une des sources de motivation importantes, c'est d'être pris au sérieux, c'est l'autonomie, c'est le fait de pouvoir être libre dans son activité. Donc libre de choisir l'activité en elle-même, libre de travailler avec la personne qu'on veut, libre de travailler dans l'entreprise qu'on veut. Voilà. Et c'est là où c'est devenu, comme on dit, alors si vous voulez noter un terme technique, RH, c'est devenu le bordel. Parce que d'un seul coup, les entreprises se sont dit... Très bien, raison de plus. Parce que là, d'un seul coup, les entreprises se sont dit, attendez, là, on est en train de perdre le pouvoir. Ce sont les candidats qui décident s'ils ont envie de travailler pour nous ou pas. Et ces entreprises se sont également aperçues que, malheureusement, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Et que ceux qui restent, c'est peut-être pas forcément les plus recherchés et les plus efficaces. Donc d'où mon souci, de nouveau, avec le mot fidélisation, auquel je préfère engagement. Donc une fois qu'on a compris ces systèmes de valeurs, on comprend mieux qu'il peut y avoir des incompréhensions. Mais d'un seul coup, ce n'est pas des incompréhensions de Léa qui a 22 ans contre Michel qui en a 57. Là, d'un seul coup, c'est que on n'a pas été élevé, on n'a pas grandi, on n'a pas travaillé dans les mêmes systèmes de valeurs. Et c'est aujourd'hui ces changements de valeurs qui sont en train de créer des remous. C'est pas un choc générationnel, donc c'est pas un choc culturel, c'est juste quelques remous. Et de là, on arrive à des changements assez intéressants, notamment en termes de motivation. Et oui, en termes d'engagement.
Jusqu'à présent, on aimait beaucoup les termes de motivation, intrinsèque, extrinsèque, le pognon, la reconnaissance, la main dans le dos ou la petite prime. Et là, on commence d'un seul coup à revenir de ça. La première raison étant que il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur les neurosciences et on s'aperçoit que finalement certaines récompenses qu'on utilise sont dangereuses et peuvent au contraire porter à préjudice. Parce que, par exemple, c'est le cas de plusieurs études qui montrent qu'à partir du moment où vous mettez une prime en jeu, eh ben, les gens vont plus se stresser de ne pas avoir la prime que de faire le boulot qui leur permettrait d'avoir la prime. Donc là, ça en marche un peu sur la tête. Et de là, on arrive à ces 4, alors soyons originaux, appelons ça les piliers. Alors, la plupart, vous voyez, c'est vraiment une référence de pas mal de bouquins. Et il y en a un, c'est même une invention, un truc que j'ai trouvé moi-même, sur vraiment les 4 choses qui font aujourd'hui qu'une entreprise peut attirer et surtout engager ses collaborateurs. Oui, engager, de nouveau, on veut quelqu'un qui soit super passionné et engagé dans ce qu'il fait, même s'il reste 6 mois. On ne veut pas quelqu'un qui s'éteigne et qui rentre dans une maintenance dans son boulot et qui reste jusqu'à la retraite. Si on peut encore le faire. Donc le premier, c'est le sens. Alors celui-là, je le passe vite parce qu'on vous saoule avec ça depuis des années. Hein, c'est où je suis, où je vais, dans quelle étagère et avec qui je vais le faire. Ensuite, on a le dépassement. Celui-là, il est intéressant. Le dépassement part de l'idée que lorsqu'on fait de la guitare ou qu'on joue à Candy Crush, c'est pas parce qu'on est payé, c'est parce qu'on veut maîtriser le morceau ou arriver au niveau d'après. Et que ce dépassement de soi, met aujourd'hui un accent particulier sur la formation et sur la capacité du manager à pousser, à défier les collaborateurs, à aller plus loin que les collaborateurs eux-mêmes sentent qu'ils peuvent aller. Donc le dépassement. Ensuite, on a la relation, évidemment. Là, on est en train de sortir de plus en plus de l'approche top-down, pour parler français, où ce sont les RH qui décident des programmes de fidélisation, qui décident des programmes de formation. Et de plus en plus, non, aujourd'hui, on est un collaborateur et on se rend compte que on est responsable nous-mêmes de notre expérience de travail. Que si on veut mettre le bazar, c'est de nous. Et que si on veut créer une bonne relation, une bonne ambiance dans l'entreprise, c'est aussi en ayant une bonne ambiance dans le bureau. Et ça, les RH ne peuvent rien faire. Et de là, là-dedans, je mets le fait de créer cette ambiance de travail dans laquelle on est responsabilisé. Et vous allez voir que le grand mot à la mode pour les prochaines années, ça va être co-responsabilisation. C'est plus les RH, c'est plus le dirigeant. Les patrons en ont marre, veulent plus recruter des salariés, ils veulent des collaborateurs. Des gens qui sont prêts à se débrouiller eux-mêmes avec leur formation et à collaborer avec les autres. Parce que la réponse à VUCA tout à l'heure, volatilité, etc., c'est pas de faire plus doucement, de faire moins complexe, plus simple. C'est de faire ensemble. Parce que la réponse à VUCA, c'est que tous ensemble, on peut faire face. Mais tout seul, on est mort. Et le dernier, évidemment, c'est l'autonomie. Donc vous voyez pourquoi sens et autonomie sont orange, c'est parce que ça correspond aux valeurs de liberté, où aujourd'hui, je veux un emploi, je cherche un emploi dans lequel je vais être pris au sérieux, même si je n'ai que de stages de 6 mois ou de 3 mois, dans lequel on va me demander mon avis. Parce que, oui, effectivement, aujourd'hui, on demande les avis des enfants de très bonne heure. Là où nous, on n'avait pas le choix, aujourd'hui, c'est eux qui décident de ce qu'ils mangent. Et d'ailleurs, une enquête récente qui avait été faite par un, je ne sais plus qui date de 2016, qui disait que 85% des ados décident de l'endroit où la famille part en vacances. Donc on sait qui est le chef. Donc l'autonomie. Donc là, c'est vraiment les 4 choses. Et là-dessus, hop, voilà, je termine sur ce slide. Il me reste combien de temps ? On est pas mal, 7 minutes, on est pas mal. Parce que ce slide-là, il peut durer 3 heures. En fait, ce slide-là, c'est pour un petit peu montrer les transformations qui ont lieu aujourd'hui par rapport à l'impact des ressources humaines et surtout des managers. Parce que ce n'est pas nouveau, on sait bien que ce ne sont pas les ressources humaines qui engagent, ce sont les managers qui parfois en font un peu à leur tête. Mais l'environnement a changé. Par exemple, aujourd'hui, le candidat, c'est plus un candidat qui attend de travailler pour nous. D'ailleurs, ça se trouve, il ne sait même pas qu'il peut travailler pour nous. Le candidat, il faut faire du marketing, on va en parler juste après avec Stéphane. Il faut qu'il nous connaisse exactement de la même façon que lui essaye de se faire connaître de nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver un candidat qui ne nous cherche pas donc ce qui fait qu'en plus, le candidat, il faut le séduire.
Il faut lui vendre l'entreprise et le poste. Et pas que le poste. Il faut également, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, leur parler de la joie de vivre dans votre région, des écoles, des crèches. Enfin, c'est un package. C'est plus juste ton job, puis avec les bonnes annonces du XXe siècle, avec diplômé, nanana, X années d'expérience, blablabla. Non, c'est plus tout ça. C'est vous cherchez une expérience de vie. Vous voulez développer votre compétence là-dessus. Vous. Et de l'autre côté, les gens qui partent, les gens qui partent, c'est pas juste des gens qui partent. Aujourd'hui, ces gens qui partent, ce sont des gens qui vont dire du mal ou du bien de nous, qui vont parler ou pas d'eux dans leur prochaine entreprise ou dans leur entourage. Bref, et c'est des gens qui partent en plus, qui peuvent peut-être retravailler pour nous dans quelques années. Aujourd'hui, on compte entre 27 et 30% de ce qu'on appelle les salariés boomerang. Je pars, je dis « Oh merde, finalement, je ne savais pas que c'était comme ça. Désolé, je peux revenir ?» Voilà, 27-30%. Donc en plus, il ne faut pas se fâcher avec eux, il faut rester en contact avec eux. Et là, on a tous les outils qui vont bien. Là-dessus, j'ai mis expérience. Voilà, pour remplacer le terme de travail. On ne veut plus un travail, j'en ai parlé tout à l'heure, on veut une expérience de travail dans lequel on a 4 éléments. L'élément personnel, parce que le plaisir que je tire de mon emploi est personnel, ce n'est pas le même que celui de mon voisin. Il y a la culture de l'entreprise, parce que je sais que je vais me sentir bien dans cette culture. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il vaut mieux trouver des gens qui ont déjà dans leur tête les valeurs et la culture, notre culture, que d'essayer de mettre une culture ou des valeurs différentes dans quelqu'un qui ne peut pas forcément. Et dans lequel je mets également la QVT, c'est une évidence. Ensuite, on a l'activité. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bien intéressant. Ça a des... Pour l'avenir, c'est intéressant pour ma carrière, pas pour, en général, intéressant pour ma carrière et intéressant au jour le jour. Et évidemment, l'équipe. Est-ce que je vais travailler avec des gens intéressants? L'équipe est encore trop son importance est encore sous-évaluée. On s'aperçoit de plus en plus que l'équipe devient de plus en plus importante dans l'expérience que l'on peut avoir, notamment dans le support et la reconnaissance que l'on a entre nous. Parce qu'aujourd'hui, le chef, on s'en fout de ce qu'il pense en fait. Moi, ce qui est intéressant, c'est que ce que les gens avec qui je travaille pensent de mon travail. C'est le plus important. Le seul truc, c'est que, et ça je pense qu'on va en parler après, lorsqu'on fait des marques d'employeur, je piétine sur mais pas très longtemps, si jamais je vous demandais qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail, qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir dans votre travail, je suis persuadé qu'en premier, ça va être l'activité. Et ça va être l'équipe. Ça va être lié à la relation ou à ce que vous faites. Voilà. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de choses sur notre entreprise. Nous sommes leaders sur notre marché, etc. On se trompe. Voilà. Et pour terminer, cette transformation du candidat en candidat à séduire et de ce partant qui devient un démissionnaire qu'il faut suivre et qu'il faut continuer d'aimer malgré tout, il y a une autre transformation qui est celle de se dire qu'on est en train d'avoir 3 changements. Le premier, c'est qu'auparavant, pour s'assurer que tout se passe bien dans l'entreprise, on faisait des climats sociaux, des enquêtes de climat. Où en gros, on faisait des enquêtes de satisfaction et on demandait aux collaborateurs, ça va, le poste de travail est bien éclairé, le management, ça va. Mais genre, le management, il y avait 2 questions. La place de parking, c'est bon, la cantine, ça va, votre matériel informatique, il est à la pointe, ça va, tout va bien. Et puis quand on voyait qu'il y avait un truc qui décrochait, hop, on venait avec l'extincteur et on réparait le truc. Parfois. De temps en temps. C'est assez rarement en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les consultants sont détestés, parce que derrière, les consultants disent voilà ce qui va là où voilà ce qui se passe et il ne se passe rien. Et donc forcément, c'est la faute des consultants. Ensuite, on a eu une autre transformation, dans laquelle on s'est dit finalement les RH, ça doit suivre la qualité exactement comme on le fait dans nos logements, comme on le fait dans la relation qu'on peut avoir avec les clients, entre guillemets. Et on a vu des RH travailler sur les bonnes pratiques de recrutement, donc avec les fameuses questions interdites, les bonnes pratiques d'intégration, avec les bonnes pratiques de management, de formation, blablabla. Et on a essayé de faire ça selon le sens commun et selon ce qu'on pouvait voir à la télé et à la radio dans les fameux meilleurs employeurs qui étaient censés nous donner l'exemple. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de labels employeurs en fait, qui mettent un coefficient hyper important sur la formation.
Donc forcément, quand vous êtes dans le conseil, vous êtes comptable, vous êtes, etc., ou naturellement vous êtes obligé de mettre plein d'argent dans la formation, bah, forcément, ils arrivent tout de suite en haut. Et là, il est en train de se passer. Donc ça, c'était peut-être là où vous en êtes aujourd'hui, où en tout cas la majorité des entreprises, des groupes en France sont aujourd'hui. Et c'est là où aujourd'hui on arrive, et ça va être ma conclusion finalement, où finalement on s'est aperçu que tout ce qu'on peut faire nous RH, c'est créer un environnement dans lequel on va mélanger la satisfaction, on va mélanger les bonnes pratiques et on va mélanger l'expérience, dans lequel les collaborateurs auront de la cohérence dans la façon dont ils seront évalués, auront une expérience de travail qui est de nouveau qui est cohérente, dans la durée, dans laquelle le management sera de nouveau cohérent, dans le sens où si un salarié A fait une erreur avec le manager B, il va être traité de la même façon que son collègue qui a un autre manager. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, avant de travailler sur l'expérience, la personne, la culture, est en train de revenir sur quelles sont nos valeurs actuelles. Pas celles qui sont balancées par les dirigeants et qui sont sur le site, non, mais celles dans lesquelles nous tous, on se retrouve. Et comment est-ce qu'on fait pour les formaliser? Comment est-ce qu'on fait pour que les managers les utilisent vraiment? Comment est-ce qu'on fait pour que les recruteurs les utilisent également dans leurs questions, pour voir comment se positionnent les candidats sur ces valeurs? Et finalement, mettre un petit peu de côté le CV et s'intéresser plus à ce que les gens veulent faire que ce que les gens ont déjà fait. Sachant que ça, c'est une enquête interne que j'ai fait auprès de 2000 collaborateurs. 75% des gens qui changent d'emploi veulent faire autre chose. Ils ne veulent plus faire la même chose qu'ils ont fait déjà. Voilà. Le problème, c'est que les recruteurs ont besoin d'être assurés et ils veulent des gens qui ont déjà fait la même chose. Donc, ce qui fait que vous jouez sur 25%. Donc, vous jouez à une guerre perdue d'avance, surtout si on se base uniquement sur les salaires, alors qu'il reste 75% de personnes qui n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne leur chance et qu'on leur fasse confiance. Merci.